livre depuis de nombreuses années et on l'avait reçu à l'APE avec son avant-dernier livre qui s'appelle Pacifique, l'histoire d'un japonais pilote d'avion kamikaze. Je vais résumer vite. Et c'était déjà très intense dans la personnalité de ce garçon, de ce jeune garçon. Et on s'est rendu compte à l'APE qu'il y avait toujours quelque chose dans la réflexion de Stéphanie sur la nature humaine, d'aller très profondément dans la nature humaine, de réfléchir à ce que ces gens avaient en eux, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils faisaient de leur vie. Et donc son dernier livre, là, William, quelques-uns avoir la chance d'avoir lu, mais vraiment quelque chose de psychologique, de psychanalytique dans l'histoire d'un monsieur qui est devenu écrivain, lui aussi, en parallèle avec la propre histoire de Stéphanie, qui est devenue écrivaine, avec des passages où ils ont à peu près le même âge. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont potes. Moi, en lisant le livre, je me suis dit, c'est son pote, ils sont copains, ils se connaissent, ils s'envoient, on serait aujourd'hui s'enverrait des mails, hein, et il y a quelque chose d'assez fascinant, et ça nous le fait rendre ce grand William Shakespeare, qui était un grand homme, qui était un des écrivains les plus importants, devient quelqu'un de très humble, et d'un seul coup, en ayant lu Stéphanie, j'ai rouvert Roméo et Juliette, j'ai rouvert Hamlet, et j'ai lu d'une manière différente. C'est devenu, moi aussi, un copain. Et je ne le voyais pas, ce côté un peu condescendant qu'on met dans les auteurs, on les met là, en haut du piédestal, et ils sont là-haut, on ne les voit pas, ils sont dans la poussière, et d'un seul coup, il est devenu humain. Et avec ce livre, Stéphanie a mis de l'humanité dans William, et ça a mis de l'humanité en Stéphanie, que je connais depuis longtemps, mais je ne connaissais pas ces détails, comme si elle nous avait raconté à nous lecteurs ce qu'elle raconterait sur le divan en psychanalyse. Il y avait des choses qui m'ont ému, des choses de Stéphanie que je croyais savoir, que je ne savais pas, que je pouvais deviner, et qu'elle a osé, parce que c'est beaucoup plus dur d'être écrivain, d'oser, parce que nous on a le cabinet, il y a le secret médical, le secret du cabinet, et là il n'y a plus de secret, elle nous lâche ça comme ça. Donc, et à côté de ce garçon, son pote William, qu'elle s'appuie, on les imagine dans des tavernes, enfin j'ai tout imaginé, vous buviez des bières, vous rigoliez, j'avais le son, la musique, avec Stéphanie, moi qui suis à la base, vous savez, photographe, avec Stéphanie on a les images, on a le son, le nez, l'odeur, j'étais dans Londres, j'avais toutes les odeurs, ça me piquait les yeux, d'ailleurs j'ai fait une allergie. Désolée. Et ça donne vraiment envie de continuer à lire Stéphanie, de lire Shakespeare et puis de les aimer tous les deux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Merci. Un autre livre alors. Bon, après je travaille à mon rythme, hein, mais bon, je crois que Stanislas, tu fait une très belle introduction. Je pense que... Non, parce que tu peux raconter aussi que tu as fait des études élisabéthaines. Oui, je vais vous expliquer, je vais m'asseoir, mais je vais vous expliquer comment je suis arrivée à écrire ce livre. Effectivement, voilà, donc William, tu l'as bien dit, hein, il ne s'agit pas du prince William, il s'agit d'un monsieur qui a vécu au XVIe siècle. Pourquoi je me suis intéressée à lui? Eh bien, à une époque, j'ai été étudiante en anglais. Et au moment de choisir en fait une spécialisation, je me suis bizarrement orientée vers les études élisabéthaines, sachant que ça ne servirait à rien. Hein, mais le mot servir est important parce que je me suis dit, voilà, ça ne me servira à rien, c'est-à-dire que je n'en ferai rien de pratique. Et j'aimais bien cette idée de gratuité en fait dans les études, voilà, de faire quelque chose que je trouvais beau mais qui n'était pas utile. C'est là que je me dis maintenant que quand même ça a été utile. Et donc j'avais étudié cette période-là, les dramaturges de cette période, évidemment, le principal personnage, c'est le barde, comme il est appelé, c'est William Shakespeare. Alors il y en a d'autres hein, qu'on a étudiés, etc. Et puis voilà, j'ai écrit un mémoire qui était surtout un mémoire consacré à un de ses contemporains, Ben Jonson. Alors, pas l'athlète, hein, je précise, Ben Jonson, qui a été un petit peu jaloux peut-être du talent de William, mais qui le reconnaissait, qui reconnaissait son talent aussi. Et j'avais fait une comparaison entre deux pièces, c'était Epicene or the Silent Woman de Ben Jonson et La Mégère apprivoisée, Taming of the Shrew
tout simplement parce que je m'interrogeais sur cette perception en fait des femmes que les deux dramaturges avaient à cette époque-là, qui était une perception un petit peu sarcastique et un peu ironique. Et donc je me suis intéressée pas mal au sarcasme misogyne. Et les années passent et je fais d'autres choses. J'ai écrit d'autres livres, je me suis intéressée à d'autres sujets. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert un livre sur lequel je me suis un peu jetée, qui s'appelle L'antibiographie de Shakespeare par Bill Bryson, qui est un Américain. Un Américain, mais vraiment un spécialiste de l'Angleterre, qui connaît très très bien l'Angleterre et qui a décidé d'écrire un livre sur en fait, tout ce qu'on peut savoir sur Shakespeare, en fait, de fiable et tout ce qu'on peut dire sur l'époque où il a vécu. Et j'ai découvert ce livre, j'ai lu ce livre avec sidération, parce que je me suis dit une chose, j'ai toujours évidemment entendu parler, étudier les pièces, même si je ne suis pas la plus grande spécialiste des pièces, mais je ne connaissais rien sur l'homme. À aucun moment, les universitaires nous ont présenté la vie du dramaturge, comme si, en fait, il suffisait de dire son nom et c'était fait. En fait. Donc, je le connaissais à travers ses pièces, je ne connaissais pas sa vie. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert en fait sa vie, c'est-à-dire on connaît des choses, même si on pense qu'on ne connaît pas grand-chose. Effectivement, c'est difficile d'obtenir des renseignements pour quelqu'un qui a vécu au XVIe siècle, mais on sait quand même des choses. On sait quand il a été baptisé, on sait quand il s'est marié, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans, avec une femme qui en avait 26, et qui était une fille de yeoman, c'est-à-dire une fille de propriétaire terrien avec de l'argent. Et là, on se dit, déjà, ça c'est très intriguant, parce que une jeune femme, mais qui commence à plus être si jeune, parce qu'à l'époque, 26 ans, normalement les femmes sont mariées, elle est toujours célibataire, et lui parvient quand même à la séduire. Comment fait-il? Déjà, il est extraordinaire, il va quand même aller séduire une femme plus âgée que lui. Je le trouvais déjà intriguant. Et après, je découvre le reste de sa vie. Donc la première petite fille naît. Ensuite, un peu plus tard, les jumeaux naissent, donc Judith et le fameux Hamnet avec un N. Il y a un très beau livre d'ailleurs qui a été écrit à ce propos de ce jeune homme qui va mourir à l'âge de 13 ans. Et Bill Bryson nous montre bien qu'à un moment, en fait, il y a une évaporation du personnage. C'est-à-dire que William disparaît, s'évapore. En fait, pendant 7 ans, on n'a rien sur lui, et on sait qu'il est parti de sa ville d'origine, où il vivait avec sa femme, donc de Stratford-upon-Avon. On sait qu'il disparaît. 7 ans plus tard, on le retrouve à Londres, il est comédien. C'était évidemment sa passion première. Sa plus grande passion, c'était d'être comédien, parce que souvent on oublie, on pense que c'était l'homme qui a toujours voulu écrire des pièces, alors qu'au contraire, c'était plutôt quelqu'un qui voulait d'abord jouer la comédie, qui voulait être sur les planches, et comment il en est arrivé à l'écriture, ça c'est un vrai mystère. Alors j'essaie de le résoudre. Et voilà, et me voilà donc avec un sujet en or, c'est-à-dire qu'on a un trou dans l'histoire, on a une absence totale de sources sur 7 années, on a des théories qui sont toutes contradictoires, avec des choses assez fantasques. Alors on imagine partant pour la marine, parce que voilà, il y a beaucoup de termes marins dans ces pièces. On l'imagine chassant le cerf dans une forêt qui n'existait pas à l'époque. On l'imagine tuer un homme dans le centre de l'Angleterre, on n'a aucune preuve. Enfin, on n'a que des théories un petit peu fantaisistes comme ça, mais on n'a rien de solide. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que ces années ont mérité ce nom d'années perdues, les années perdues. Et de fait, en fait, les spécialistes du barde appellent ces années-là les années perdues. Donc en fait, j'ai envie de dire pas perdues pour tout le monde, puisque là, je me sentais désignée, puisqu'elles sont perdues. Il n'y a que les romanciers qui sont capables de donner à voir ce qui a disparu totalement, puisque voilà, vous n'avez plus de sources. Vous imaginez bien que tout le monde s'est précipité sur tout ce qu'on pouvait savoir sur lui, puisque c'est en fait l'auteur le plus étudié dans le monde. Enfin, le nombre de thèses sur Shakespeare, je crois que c'est complètement délirant.
Il y a des thèses sur absolument tous les sujets dans Shakespeare, sur, je sais pas, sur les végétaux dans les œuvres de dans les pièces de Shakespeare, sur des points de, peut-être évidemment, enfin, sur des sujets plus intéressants, mais aussi sur des micro-sujets. Enfin, il y a des nombres d'études qui sont juste incroyables. Tout a été déjà fait. Donc voilà, il ne restait qu'à la romancière, on va dire, il ne restait qu'à remplir les trous. On va dire, c'est pas facile, hein. Vous imaginez bien. Mais voilà, alors je me suis évidemment renseignée sur ce qui était probable, ce qui était vraisemblable. J'ai essayé de m'approcher de plus en plus de ce qui était possible de croire. Et j'ai découvert, entre autres, qu'une troupe de théâtre s'était arrêtée pas très loin de Stratford à l'époque où il part. Et dans cette troupe, qui s'appelle la troupe des comédiens de la Reine, il s'est passé quelque chose d'assez, on va dire, d'assez important que William saisisse sa chance. Un comédien en a tué un autre, et ce sont des comédiens importants. Enfin, le comédien en question est un comédien important, donc il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un dans cette troupe. Et j'en ai déduit qu'il était bien possible que William ait proposé ses services en disant, voilà, il vous manque dorénavant un comédien, prenez-moi, et je ne demande qu'à jouer la comédie, et voilà, c'est comme ça que je le fais partir. Et là, il part sur les routes de l'Angleterre, et il va apprendre son métier de comédien. Donc là, c'est moi qui prends la parole, parce qu'au début, je dis au lecteur, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà ce que j'imagine, et voilà ce que je vous propose. Voilà. Et ensuite, donc, il y a tout ce passage où, effectivement, je l'imagine, apprenant son métier de comédien, à l'aide de ses camarades, donc, de la troupe, qui sont des grands comédiens, des grands professionnels, qui vont tout lui apprendre. Donc lui, alors on a souvent glosé sur William Shakespeare, et de fait on va même aller jusqu'à douter de la paternité de ses œuvres. Alors pourquoi? Il sort de l'école à 15 ans, il se marie à 18 ans, il est allé ni à Oxford ni à Cambridge, donc ce n'est pas un university wit, comme on dit. Il n'est pas allé à l'université. Ce qui, à mon avis, pourra expliquer, on va dire, la rumeur qui vient au XIXe siècle. Il n'aurait pas écrit ses pièces, etc. Rumeur qui n'est fondée sur rien. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve qu'il n'a pas été l'auteur. Au contraire, on retrouve énormément de choses en commun dans toutes les pièces. Mais voilà, c'est un tout jeune homme, et en même temps, il n'est pas si jeune. Parce que les comédiens débutants, ils ont environ 16 ans. Donc il est là, il a 22 ans, il doit apprendre le métier. On imagine bien qu'il a étudié le latin et le grec jusqu'à ses 15 ans. À l'époque, c'était pas rien. C'était des heures d'apprentissage. C'était un enseignement qui était exigeant. Et on imagine bien que voilà, c'est pas comme ça qu'il a appris le métier de comédien. Mais on imagine aussi qu'il a quelques talents par exemple, pour proposer, on va dire, de l'écriture. Et ça tombe bien parce qu'il écrit, et il écrit de la poésie. Il n'écrit pas de pièces. Donc, il va publier de la poésie plus tard, il va en fait écrire des poèmes, mais toujours pas de pièces. Voilà, je le montre devenir comédien, il va arriver à Londres. Et pour moi, le grand mystère, c'est comment c'était mis à l'écriture théâtrale. Et là, évidemment, j'ai supposé qu'il y avait peut-être eu, on va dire, des personnes dans la troupe qui lui ont dit, ben voilà, on voit que tu écris de la poésie, tes sonnets sont magnifiques, très bien, est-ce que tu pourrais écrire une pièce pour nous? Ça, c'est possible. Et il faut imaginer Londres. Londres, c'est une petite ville à l'époque, mais c'est une ville en pleine révolution culturelle. Les dramaturges émergent, ils proposent des choses qu'on n'a jamais vues avant. On sort de l'aspect religieux pour proposer des spectacles plus incarnés, plus humains. On va sortir des mystères, etc., qui étaient un peu des démonstrations des vices et de la vertu, de la religion, etc. Là, on a des
dramaturges qui vraiment qui mettent en scène des personnages ayant existé, existants, enfin, des vrais personnages de chair et de sang. Et alors, entre eux, il y a quelqu'un qui est très important à l'époque, qui est la star en fait des théâtres, c'est Christopher Marlowe. Donc, Christopher Marlowe a le même âge que William Shakespeare, mais à l'âge de 26 ans, c'est déjà une star. Voilà, ils sont nés la même année, mais à l'âge où arrive William à Londres, Christopher Marlowe est déjà quelqu'un de connu. Il faut imaginer Londres assez petit, les dramaturges se connaissent, les comédiens se connaissent, tout ça c'est un petit milieu émergent, un milieu qui est en train de s'intéresser à la façon d'écrire du théâtre, à révolutionner la langue, etc. Et il y a une espèce de jeune homme avec une réputation un petit peu sulfureuse, c'est Christopher Marlowe, donc Kit, comme il est appelé, qui se fait connaître aussi pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais qui est un personnage, voilà, on a dit de lui, par exemple, qu'il a été un des espions de la reine. Alors c'était quelqu'un qui aussi blasphémait beaucoup, ce qui était très dangereux à l'époque. Donc il avait des ennuis, souvent. D'ailleurs, il a une vie tellement tumultueuse qu'il meurt à l'âge de 29 ans lors d'une rixe dans une taverne. Donc voilà, mais j'ai envie de vous dire, c'est la période. Cette période-là, c'est une période dangereuse. Quand les gens n'étaient pas d'accord, ils n'avaient pas une discussion calme, ça sortait les couteaux facilement. Hein. Donc c'est, j'ai envie de dire, ça c'est aussi pour séduire mon lectorat, j'ai envie de dire, attention, c'est punk cette période-là. Les gens sont vraiment, peuvent être violents, on n'a pas peur de montrer sur scène du sang, des décapitations. Christopher Marlowe, dans une de ses pièces célèbres, Tamerlan, va brûler un Coran sur scène. On aurait pu jouer cette pièce aujourd'hui. D'ailleurs, il a assez peu joué, c'est un peu compliqué de le mettre en scène. Mais voilà, donc William arrive dans cette ville et quand tu parles, Stanislas, voilà, des tavernes, effectivement, il y a toute une ville là, dans les tavernes où les gens se rencontrent dans les tavernes, discutent. Il se passe des choses entre comédiens, entre dramaturges, etc. Et je le fais accoucher de sa première œuvre. Alors je ne vais pas vous décrire l'accouchement, mais je le fais accoucher de sa première œuvre, et il n'accouche pas tout seul. Alors il est très possible qu'il a écrit ses premiers textes, on va dire à 4 mains, comme ça se faisait à l'époque, il n'y a rien de honteux, hein. On pouvait vraiment travailler à plusieurs sur un texte, on voit que sa façon de faire évolue, et voilà, et donc volontairement, en fait, je referme progressivement la parenthèse du livre au moment en fait, où il devient l'acteur et le dramaturge célèbre que les historiens connaissent, en fait. Voilà, donc j'ai fini mon travail comme ça. Alors effectivement, Stanislas l'a bien dit, c'est pas uniquement un livre historique, et je ne voulais pas écrire simplement un livre historique, je voulais que ce soit un livre qui m'engage personnellement, et je voulais expliquer au lecteur pourquoi j'ai écrit sur lui. Parce qu'évidemment, en tant que psychanalyste, vous allez me demander pourquoi j'ai écrit sur lui. Eh bien, vous avez la réponse dans ce livre. Donc, je reviens à mon adolescence, je reviens à mon enfance, je reviens sur un thème important comme la fuite, sur les fugues. Parce que voilà, on va dire un personnage et on va dire un artiste qui fuit. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer, il part, et là, il est quand même dans une transgression. Parce que vous imaginez bien qu'un fils de bourgeois qui est marié et qui a des enfants, et qui est le fils du maire de sa petite ville, n'est pas du tout applaudi quand il décide de partir, laisser tout le monde et devenir comédien. Donc il transgresse. Il y aura plusieurs moments où il va transgresser. Donc il va transgresser déjà en partant, en laissant femme et enfants. Alors après, est-ce qu'il les a abandonnés? On va dire, quand on connaît sa vie, on sait qu'il va revenir à Stratford, il aura une retraite plutôt confortable, il va vivre encore avec sa femme, il va mourir à 52 ans, ce qui est un bel âge pour l'époque. Même si elle va encore vivre encore quelques années alors qu'elle est plus âgée, donc voilà. Il perd un enfant, donc il va perdre le jeune Hamnet qui est à l'âge de 13 ans.
C'est ce qu'on sait. On sait qu'ensuite, bon, une fois à Londres, en fait, il a acheté des biens à Stratford. C'était quelqu'un qui a plutôt gagné de l'argent, qui était devenu célèbre. La reine allait voir ses pièces, etc. Il a eu une belle vie, quoi. Donc, tout ça, c'est pour rassurer tout le monde. Enfin, quoique, il y a des choses très très ambiguës chez le personnage. Par exemple, son testament est très bizarre. Dans son testament, on ne trouve pas grand-chose. Mais enfin, vous savez, les sources, on va dire, c'est surtout des documents papier. Par exemple, un testament, on se dit, bah, voilà une source. Bah, dans ce testament, il lègue à sa femme son 2e meilleur lit. Alors là, on se demande de quoi il s'agit. Son 2e meilleur lit. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les lits, en fait, étaient un mobilier qui coûtait très cher. On se demande pourquoi le 2e meilleur lit. En fait, on n'a pas de réponse. Et on ne sait pas quel était le lien vraiment entre sa femme et lui. Alors bon, évidemment, moi, ça m'intéresse d'aller plus loin, quoi, parce que dans un de ses sonnets, il fait quand même allusion à Anne, qui s'appelle Anne Hathaway. Donc, à un moment, il dit vous êtes loin de la haine, hate away. Donc voilà, un jeu de mots sur le nom. C'est lacanien, ça. C'est un jeu de mots sur le nom de sa femme, il n'arrêtait pas. Donc il s'amusait beaucoup, il y a beaucoup de double sens. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut relire. De toute façon, vous êtes là, vous êtes des spécialistes de Freud et vous savez combien Freud a aimé étudier Shakespeare, à tel point que le complexe d'Oedipe devait s'appeler dans un premier temps le complexe d'Hamlet. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite l'intérêt de Freud pour la pièce. Après, je pense qu'évidemment, Oedipe convenait mieux, bien sûr. C'est plus complet. Et ça a été... je pense qu'il y a, on va dire, absolument le monde entier, comme le dit lui-même William. J'appelle William maintenant, parce que comme tu dis très bien, c'est devenu un pote. Parce qu'en fait, vous savez... Une personnalité assez immense comme ça, comment est-ce que vous voulez l'approcher? Il faut l'approcher quand il est faible et quand il est enfant, quand il est fragile, quand il doute. Un personnage qui doute, il pourrait rater sa vie. Moi, j'ai senti que j'aurais pu rater ma vie aussi. J'en parle dans le livre. Donc non seulement il y a les fugues, mais il y a aussi la sensation qu'on peut passer à côté de sa vie. Que si en fait on fait ce que votre famille attend de vous, ou ce que ma famille attendait de moi, j'aurais raté ma vie. Voilà. J'aurais pas été heureuse, etc. Donc il faut toujours aller dans cette transgression-là. Donc il a transgressé ça. Il est parti, je suis partie. Il a écrit, il n'était pas attendu là. Il y a d'autres transgressions, il y a le travestissement, il y a l'androgynie, etc. Il y a beaucoup à dire aussi là-dessus. Virginia Woolf dit que c'est en fait que William Shakespeare est le génie parfait, que c'est un cerveau bisexué, qu'il est à la fois homme et femme. Alors on le voit dans ses pièces, il donne des très grands rôles aux femmes, alors que ça ne se faisait jamais à l'époque. Hein, voilà, même prenons Christopher Marlowe, les femmes n'ont pas d'importance dans les pièces. Et tu lui fais parler d'Elisabeth en termes élogieux. Alors oui, mais c'est évident qu'il a tenté de plaire à Elisabeth. Il lui fait des allusions parfois, et s'il se permet en fait de noircir certains rois, c'est parce qu'ils n'étaient pas Tudors. Les rois avant les Tudors étaient des mauvais rois, enfin, ou alors il y avait des bons rois, mais voilà, c'était il pense toujours à la reine. Voilà. Il ne va pas attaquer son père, par exemple. Il ne va pas faire une pièce sur Henri VIII. Voilà. Et il manie beaucoup le patriotisme anglais. Il cherche évidemment à plaire. C'est d'ailleurs assez émouvant parce que, je veux dire, certaines de ses pièces, si on prend La Mégère apprivoisée, c'est vraiment du carnaval, on dirait du théâtre italien. Et le rire est assez grossier. Hein. Il y a souvent, dans ses premières pièces, ce qu'on pense être les premières pièces, ça paraît assez logique, quelque chose d'un petit peu, une volonté de séduire le public.
Même Titus Andronicus, c'est de l'hémoglobine de partout, on coupe des têtes, il y a du sang qui gicle, truc qu'on ne verrait pas en France en fait, hein. Dans le théâtre français c'est pas possible, on n'a pas le droit. Mais voilà, il cherche à plaire au peuple, il cherche à plaire à la reine, c'est évident. La reine qui à cette époque-là l'a emporté sur l'Invincible Armada, donc sur toute une armée espagnole. Donc là, on va dire que le cœur anglais est assez fier. Hein. Donc voilà, il va revenir sur ces pièces, Henri V, etc. Vraiment, c'est des pièces où c'est la gloire de l'armée anglaise, etc. Donc oui, je pense qu'il voulait plaire à la reine. Il a aussi certainement voulu plaire à son protecteur, qui s'appelait Henry Weasley, qui était un jeune homme assez efféminé, très très lettré, quelqu'un de très bien vu auprès de la reine. La reine l'adorait. Bon, il y a une de ses dédicaces, la dédicace de ses sonnets est assez poussée, on va dire assez excessive. On voit que c'est une dédicace qu'il écrit pour plaire à Weasley. Mais on s'étonne d'ailleurs, parce qu'ensuite, dans les sonnets, en fait, il va écrire des espèces de déclarations d'amour à cet homme. C'est pour ça que je parlais de cerveau bisexué. Ouais, bisexué, parce que bon, après, jusqu'où il est allé, etc. Bon. En tout cas, il a clairement aimé un homme, parce que les sonnets ne sont pas destinés à être lus du grand public. Mais voilà, énormément de ces sonnets sont des déclarations d'amour, même de luxure. Parfois, il y a des jeux de mots, je crois que vous allez aimer. Hein, on parle de pricked, c'est évidemment plus qu'ambigu, enfin, c'est même assez clair, des choses assez crues. Et aussi des sonnets qui sont des déclarations d'amour à une étrange femme brune, Dark Lady. Alors je dis brune, Dark Lady. Jusqu'où était-elle sombre, brune, noire, on ne sait pas en fait. Est-ce que c'était une juive, est-ce que c'était une noire, même si à mon avis il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce qu'elle avait juste les cheveux bruns, est-ce que... Voilà, on ne sait pas. C'est toi. Je ne sais pas. Non, moi c'est mon pote. Donc voilà le mystère. Et en fait, quand on prend en fait, le personnage de William, on s'aperçoit qu'il n'y a que des mystères. Évidemment, on pourrait se dire, ben voilà, tous les personnages de cette époque, c'est des mystères, on ne sait pas grand-chose. Oui, mais lui, ces mystères sont quand même extrêmement émoustillants. Ils ont quand même une sorte de grandeur et ils ont en plus permis... Enfin, ils sont aussi l'œuvre de l'immense génie qu'on a connu. Alors bien sûr, voilà, on ne peut pas parler de lui sans faire intervenir les pièces. Et alors les pièces, il ne les a pas encore vraiment écrites, puisque je termine cette parenthèse, il est en train d'écrire. Mais vous verrez qu'il y a énormément d'allusions, parce que je pense qu'il a rencontré des gens importants et qui ont sans doute compté pour l'écriture de tel ou tel. En l'occurrence, je m'interroge beaucoup sur le personnage de Richard III. Parce que quand il écrit la pièce Richard III, il a environ 27 ans. Ça, c'est sans doute une des premières pièces qui est déjà très aboutie, qui est déjà merveilleuse. C'est aujourd'hui la pièce la plus jouée dans le monde. Et Richard III, il faut quand même connaître l'âme humaine et sa perversion et son diabolisme potentiel. C'est quelqu'un, Richard III, il prend la parole, c'est un long monologue au début, il dit, eh bien, puisque je suis laid, puisque la nature m'a fait ainsi, puisque la couronne m'échappe, etc., j'ai décidé de détester le monde entier. Et je serai le méchant, le vilain. Je le serai. J'accepte entièrement ça. Donc on embrasse complètement la notion du mal. Et ensuite, on le voit à l'œuvre. On voit comment il parvient à manipuler très intelligemment tout le monde. Et enfin, comment voulez-vous qu'il ait, à son âge, à 27 ans, qu'il ait pu écrire cette pièce? Il a fallu quand même quelque chose. Une rencontre, peut-être. Et je lui fais rencontrer un comédien très important qui a cette figure à la fois de la séduction et d'une sorte de danger.
c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un d'inquiétant. Et c'est quelqu'un qui est violent. Voilà. Et il se trouve que dans ma famille, c'est en ça que voilà, je fais ce travail volontairement psychanalytique dans ce livre aussi. Puisque, en fait, pour moi, la psychanalyse étant la question, enfin voilà, c'est un texte qui pose des questions. Et c'est un texte où j'interroge beaucoup, je m'interroge, je l'interroge lui, etc. Enfin bref. Et c'est à partir de cette question, c'est toujours des questions. Et avec cette figure de Richard III, je reviens sur ma propre vie et sur un membre de ma famille qui a eu, on va dire, un éclat particulièrement sombre et inquiétant sur ma propre vie et la vie de mon entourage. Dark. Voilà. Donc comme s'il y avait en fait des mystères qui résonnaient l'un et l'autre. Donc en fait c'est un livre où on voit des passerelles de lui à moi. C'est pas du tout dans l'intention de dire regardez, lui c'est moi, c'est absolument pas ça, c'est vraiment une tentative d'explication. Pourquoi est-ce qu'il a été important pour lui et comment est-ce que moi je peux le comprendre. En fait, je peux le comprendre parce que il y a des fissures dans la vie qui sont des fissures que j'ai connues aussi, en fait, et qui sont des moments en fait où j'ai voilà, des moments de transgression. Donc voilà, j'ai envie de dire, je dois beaucoup à la psychanalyse et qui m'a apporté ce sens en fait, j'ai envie de dire de la question sur l'autre, mais sur moi. C'est peut-être, enfin, je suis très flattée et très heureuse de vous m'inviter aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je tiens à le dire maintenant. C'est peut-être grâce à la psychanalyse que j'ai réussi à écrire ce livre. Sans la psychanalyse, à mon avis, je n'y serais pas parvenue. Simplement parce que je pense que je pratique une sorte d'analyse dans ce livre. Mais alors je l'analyse lui et je m'analyse moi. Et effectivement, je pose des choses, je raconte. Il n'y a pas de thérapie. Il n'y a pas de sentiment de « je me sens mieux ». C'est simplement qu'il fallait poser les choses et qu'il fallait s'interroger. Et ça, c'est plus la psychanalyse, je crois. Voilà comment je peux éventuellement essayer d'avoir une discussion avec vous si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ce serait bien de profiter que Stéphanie soit là. Alors j'en profite peut-être pour rebondir, et tu l'as bien souligné tout à l'heure, sur le fait que tu as commencé dans le roman à poser jeu au moment où William épouse le métier de comédien, et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est, ton désir de monter sur les planches. Alors c'est vrai que je ne sais pas écrire du théâtre. En fait j'ai plusieurs... En fait, j'ai écrit des textes assez différents comme des essais. J'ai commencé par la poésie et j'ai écrit surtout des romans, j'ai écrit des nouvelles. Je suis incapable d'écrire du théâtre. Mais de jouer. Alors jouer, ça c'est autre chose. J'ai jamais... alors je n'ai jamais joué, j'ai jamais voulu jouer, mais je suis terriblement admirative et surtout très attirée par les comédiens. Et je pense que ce livre-là, c'est aussi une forme d'hommage aux comédiens. Parce que quand on s'intéresse à William, on s'intéresse surtout aux comédiens. Parce que lui, c'est ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était les comédiens. Donc, on va dire que je transfère ce désir sur d'autres, mais j'ai jamais tenté, j'ai jamais voulu vraiment jouer. Enfin, une fois, j'ai lu une partie de mon texte sur une scène, mais ça fait de l'effet. Mais je suis très admirative de ce métier, et en même temps je sais que je ne suis pas comédienne. Mais il y a quelque chose chez le comédien qui me plaît, et aussi parce que je trouve que, voilà, on dit jouer la comédie, et jouer ça me parle, je ne parle pas juste de mon patronyme, là, qui est un jeu, mais je trouve que c'est assez génial de se consacrer à un métier qui tourne autour du jeu, en fait, de l'amusement, en fait, et de ce qui concerne l'enfant. Et je pense qu'il faut conserver ça en nous, quoi. Même si on ne joue pas la comédie, je pense qu'il faut conserver cette espèce de jubilation
Il y a l'enfant qui invente des choses, etc., et qui va tenter d'incarner tel ou tel personnage. Bah, d'une certaine façon, écrire des romans, c'est aussi un peu jouer la comédie. Hein. Je veux dire, on incarne, on porte des masques aussi, et puis les masques, ça parle de nous. Hein. Donc c'est une façon de jouer. Mais non, je ne suis pas comédienne, et je respecte tellement ceux qui le sont. Merci. Thibaut? Merci beaucoup pour votre présentation. Tout à l'heure, vous racontiez qu'une partie de l'intrigue, je suppose, se déroule entre William et vous. Et à quel point cet ouvrage parle de vous ou fait acte de vous à travers ce récit autobiographique et un petit peu romancé aussi. Alors là, je vais vous proposer de le lire parce que je ne vais pas tout vous raconter, mais je reviens, on va dire, à mon enfance, à mon adolescence, et à des passages vraiment où on peut être réunis, c'est-à-dire où il y a des thèmes en commun entre lui et moi. Donc la fuite, ça va être l'androgynie, ça va être la sexualité, ça va être pas mal de choses. Je vais parler de ma famille, je vais parler de moi. Je vais parler de l'importance qu'il a eu aussi dans mon adolescence. Je me suis accrochée à lui parce qu'il fallait bien que je m'accroche à quelque chose de grand. Et voilà, vous verrez, c'est pas forcément les pages les plus longues, mais je pense qu'elles sont absolument, comment dire, absolument essentielles au livre et essentielles pour moi de les avoir dites en fait. Jacques, tu as une question? Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'avais une question sur Shakespeare. Quand on est dans une troupe de théâtre, on joue ses propres pièces, je suppose. Et donc, est-ce qu'il y a des informations sur les personnages de ces pièces que jouait Shakespeare lui-même? Alors au début, il n'a pas joué ses propres pièces, donc il jouait dans les pièces des autres. On sait que quand il a commencé à écrire, on sait qu'il a joué certains rôles. C'était pas les plus grands rôles, mais par exemple, on pense qu'il a. Je peux pas vous expliquer, mais il y a des sources qui prouvent qu'il aurait sans doute joué par exemple le fantôme dans Hamlet. Voilà, des rôles un peu secondaires comme ça, mais il a joué dans les pièces des autres, de ses contemporains, donc ce qui fait qu'il les a évidemment rencontrés. Il a rencontré les dramaturges de son époque, je pense qu'en fait il écrivait surtout ses pièces en pensant à tel ou tel acteur. Et bon, je fais intervenir un acteur très important qui s'appelle Richard Burbage à l'époque, et on sait que lui, par contre, on sait qu'il a joué les plus grands rôles. Par exemple, voilà, les rôles, Hamlet, Macbeth, tout ça en fait. Mais William écrivait pour lui, en fait, en disant voilà, c'était l'acteur un peu star en fait, qui a joué toute sa vie. Mais voilà, donc pour le je sais pas s'il était un grand acteur. Je sais qu'il voulait être acteur. Je pense qu'il jouait pas les plus grands rôles, mais que voilà, on l'a retenu comme dramaturge, bien sûr, uniquement. Céline? Est-ce qu'il y aurait quelque chose... Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Et je voulais savoir s'il y aurait quelque chose de l'ordre de l'inquiétante étrangeté de Freud. C'est certain. Moi, je vois pas le livre, mais de ce que j'entends là. Oui, il y a des figures inquiétantes. C'est un livre où j'interroge aussi le mal, quoi. C'est vrai qu'en littérature, on parle plutôt du mal plutôt que de la perversité ou ces choses-là, parce que c'est assez obscur, c'est fascinant, c'est attirant. Donc l'inquiétante étrangeté, il y a aussi évidemment cette attirance et puis cette peur, cette espèce du double. Moi, je crois que Freud avait... bonjour. Je crois que Freud avait parlé de ce terme, enfin avait créé ce terme, je crois, en ouvrant une porte et en tombant sur un miroir et en ne s'attendant pas à tomber sur un miroir. Et je crois qu'il avait eu peur et qu'il avait reconnu son visage, mais sans s'en reconnaître, il me semble. Je crois que c'est ça. Et évidemment qu'il y a, on va dire qu'on écrit avec ses peurs et ses inquiétudes, et en même temps l'autre, on va dire, on écrit en pensant à l'autre. Et l'autre nous renvoie à nous-mêmes. Donc, en plus, ce sont des thèmes que j'aime aborder parce que
voilà, je pense que, enfin, voilà, comme Georges Bataille, je pense qu'une littérature qui n'engage pas la figure du mal est une littérature ennuyeuse. Je dis pas qu'on ne peut pas s'amuser sur une plage en lisant un feel-good, mais la littérature qui interroge, la littérature qui se renouvelle, je pense que c'est une littérature qui est un peu obsédée par la figure du mal, il me semble. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Sonia? Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir partagé ça avec nous. Je voulais poser une question personnelle. J'ai eu un livre d'une personne qui avait fait des recherches comme vous, mais bon, il n'était pas du tout d'un même style. C'était un livre vraiment historique là, et cette personne, elle avait fait des recherches pendant quelques années sur cette personne avant d'écrire les livres. Et dans sa présentation, elle nous a dit, je ne voulais pas le finir, je ne voulais pas quitter cette personne. Voilà, quand j'avais un problème à la fin pour finir mon livre, voilà, on était trop liés. Là, c'est la même chose. Bon, à l'époque, c'était un soldat de la guerre de 14, donc ça n'avait rien à voir avec William Shakespeare. Bon, on sait aussi que William Shakespeare est mort. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, si je peux me permettre, le moment où il fallait mettre le point de fin? C'est-à-dire le moment où vous écrivez la fin et hop, le point, et voilà, c'est fini, on ferme. Bah, c'est particulier ce livre-là parce qu'il y a un peu deux fins, parce qu'il fallait que je lui dise au revoir à lui et il fallait que je dise au revoir au passage où je parle en fait, de mon passé. Donc, et c'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec mon éditrice, c'est est-ce que la fin que j'avais donnée était la bonne? Bon, il se trouve qu'on a beaucoup réfléchi à ça et que la fin finalement a changé, heureusement d'ailleurs. Ah. Moi je dirais que c'est pas une vraie fin, que la fin est devant nous. Ah. J'ai une fin qui continue. Hein. Oui, une fin qui continue, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais. La fin n'est pas fin. Ouais. C'est difficile de terminer un livre. C'est beaucoup plus difficile de le terminer que de le commencer. Je pense que tous les écrivains, je pense qu'on en est là. Il me semble que voilà, les débuts ont un côté un petit peu exaltant. Voilà, on prend une direction, on se dit on va faire un beau voyage, et puis la fin, à quel moment ça arrive en fait? À quel moment dit... C'est comme la cure psychanalytique, ça ne s'arrête pas. Ça peut continuer, mais ça peut continuer. Après, qu'est-ce qui empêche de continuer? C'est ça. En fait, là, il y avait un peu, on va dire, une fin un peu chronologique. On va dire que là, on arrivait au terme qui faisait que il allait être ce dramaturge important. Mais vous allez voir, il y a une histoire de décès qui compte et qui le met dans un autre état d'esprit, quoi. Et il a une prescience aussi de certains personnages qui vont le hanter et sur lesquels il va écrire. Donc je lui fais rencontrer un petit peu des personnages qui vont naître en fait. Et alors comment est-ce que je me sépare de lui? Je me sépare pas tellement de lui parce que je parle là. Enfin, je vous parle et en fait le moment de la médiatisation et de la promo, c'est aussi un moment où on parle de lui, quoi, et ça me fait plaisir de parler de lui parce que c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir un peu approché. Alors bien sûr, c'est presque dire c'est un fantasme. Je vous propose un fantasme, mais en même temps, bon, on ne peut rien proposer d'autre. Et moi, tout ce que j'ai trouvé de lui me semble émouvant et intéressant. Donc je pense que, enfin voilà, au final, je me dis j'aime bien ce type, quoi. Et je trouvais que dans tes anciens ouvrages antérieurs, tu es un peu au-dessus, tu regardes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le Pacifique, tu es dans un autre avion qui regarde notre avion. Et là, le regard a changé, comme on disait hier, dans un autre propos, le regard horizontal ou vertical. Et là, il y a une horizontalité, tu es avec lui. Tu es vraiment avec lui. Ah, oui, oui. Alors que dans Pacifique, tu le regardes, tu as un peu une sorte de caméra. Là, tu n'es pas une caméra, c'est ça qui est intéressant. Alors que c'est écrit aussi à la première personne. Oui, mais je sais pas. Il y a une espèce de regard qui n'est pas le même, la spatio-temporalité n'est pas la même. Oui, ça c'est vraiment au lecteur de percevoir ça. C'est vrai que je commence par parler de lui à la troisième personne, et puis au final, au bout d'un moment, je parle à la première personne, et je crois que là, le lecteur est embarqué. J'ai envie de dire, c'est presque un road movie, quoi. Tout à fait. On le voit partir sur les routes, etc. Donc j'aime bien cette espèce
vitalité, c'est la vitalité de la jeunesse aussi, c'est le mouvement vers la vie, quoi. Il est sorti de quelque chose qui l'immobilisait, il va vers la vie. Donc, et puis il le dira lui-même, hein, le théâtre c'est la vie, quoi. C'est le monde. Il dira que c'est le monde, mais voilà. Pour lui c'est son monde. Et le thème de notre festival, c'était transmission. Donc là, c'est la transmission de William ou c'est la transmission qui va continuer de Stéphanie? Ça, je ne sais pas si je transmets. J'espère transmettre quelque chose, mais... Mais lui-même, est-ce qu'il a transmis jusqu'à aujourd'hui en psychogénéalogie? Est-ce qu'il y a des descendants de Shakespeare qui existent? À mon avis, les psychanalystes s'intéressent à Shakespeare. Non, mais de descendants vivants, je parle. Est-ce qu'il y a des petits Shakespeare? Tout le monde s'intéresse à lui. Enfin, voilà. Après, parfois, les gens sont trop impressionnés pour... Enfin, moi, je ne sais pas comment je répondre à ta question, mais... j'ai toutes sortes de commentaires, mais parfois je dois convaincre les gens de le lire en leur disant mais rassurez-vous, si vous ne connaissez rien du tout sur ses œuvres, c'est pas grave, hein. Surtout allez-y, quoi. Oui, c'est ce que je... Voilà, pensez surtout pas qu'il faut absolument avoir étudié ses œuvres pour le lire, c'est pas du tout compliqué, quoi. C'est vraiment un roman, quoi. Prenez-le comme vraiment un livre d'apprentissage, c'est vraiment ça. C'est la seule difficulté par rapport à ce livre, c'est de convaincre les gens que c'est... Non, c'est pour tout le monde, enfin vraiment. C'est pas un livre historique. Et c'est pas en plus un livre historique, c'est-à-dire c'est un livre qui s'intéresse à l'histoire, qui interroge, qui va du côté de l'histoire, et en même temps c'est un livre qui va parler de moi, et qui a une forme hybride en fait. Qui a une forme, et même au-delà de ça, c'est une fausse pièce. Parce que au début, je me suis amusée, ça m'est pas venu tout de suite, mais en fait non seulement je l'ai découpé en actes, acte 1, acte 2, acte 3. J'ai fait que 3 actes, normalement il y en a 5. On est au 21e siècle, c'est toujours plus court. Et il y a une liste dramatis personae en fait, comme au théâtre. Donc en fait vous avez la liste des personnages, comme si vous alliez lire en fait une pièce. En fait. Et moi qui ne sais pas écrire du théâtre, en fait, c'est ma fausse pièce. Intéressant. Finalement, la réponse à la question de Frédéric. Voilà. Finalement, ta réponse quand même. Là, tu as répondu. Est-ce que vous avez peut-être il est trop tôt pour en parler, mais est-ce que vous avez des perspectives de traduction pour l'anglais? Ça va être traduit en italien. Donc, à quelle date, je ne sais pas, je pense dans l'année qui vient. Et puis après, je ne sais pas, j'aimerais que ce soit traduit dans... Mais comment les Anglais vont accueillir ton petit William? C'est pas le Pacifique et le Japon, c'est parfois... oui, c'est ce que je voulais le rajouter, ça. Voilà, après, c'est toujours des pays à conquérir, mais ça dépend pas vraiment de moi. Hein. Enfin, là, après, c'est le livre, et puis il y a des gens dans la maison d'édition qui sont censés travailler pour que les droits soient achetés à l'étranger, etc. Évidemment, c'est toujours un grand plaisir pour un auteur de découvrir son texte dans une autre langue. Là, vous avez là déjà des réactions au niveau de réception de ces livres en France? Oui, ça se passe très très bien. D'ailleurs, je suis venue avec mon attaché de presse qui est très content, je crois, qui a réussi à trouver beaucoup de journalistes très intéressés qui ont fait des beaux articles. Oui, donc ça se passe bien. Et puis beaucoup de réactions de libraires qui sont enthousiastes. Voilà. Après, il suit sa petite vie. Alors, il donne envie de se replonger justement dans William Shakespeare. Je l'ai vu, hein. Donc, vous avez tout à fait raison. En fait, il est accessible à tous et aussi aux psychanalystes, c'est-à-dire qu'on va y voir aussi du conflit de loyauté, on va y voir aussi de la liberté, en fait. À quel moment on peut s'accorder de vivre? Est-ce qu'on doit rester enfermé par le fantasme des parents? C'est aussi un livre, en fait, une histoire fantasmée, parce qu'on fantasme tout le long. Donc, je vous le conseille. Merci beaucoup. Je l'ai vu. Bien, merci Stéphanie. Merci à vous tous. Je crois qu'on va pouvoir passer à la remise du prix Antiphon. Donc on est très très content pour cette deuxième édition. Donc, Antiphon est un philosophe grec, c'est pas le plus connu. Dans l'obscurité du temps antique,
où l'éclat de Socrate et l'ombre de Platon se mêlent dans le labyrinthe de la pensée philosophique, émerge un nom trop souvent oublié, celui d'Antiphon. Tel un écho lointain des ruelles poussiéreuses d'Athènes, ce sophiste a tissé les fils subtils de la parole qui libère, créant ainsi l'art de déchagriner par le verbe. Donc on est 2500 ans avant Freud. Et donnant naissance également à la science logographique. Donc il a inventé le métier de logographe, l'ancêtre du métier d'avocat. L'APE a décidé de créer un prix nommé en son honneur afin de célébrer une personnalité publique de notre temps dont les productions culturelles illuminent la psychanalyse. Ce prix, au-delà de ses lauréats, est donc un hommage rendu à Antiphon lui-même, philosophe trop effacé, perdu dans les méandres de l'histoire, mais dont l'héritage demeure vivant, porté par les générations qui reconnaissent en lui le maître discret de la parole salvatrice. L'APE a l'immense bonheur cette année de décerner le prix Antiphon à la talent